Nadine Morano, du parti Les Républicains, ancienne ministre, députée européenne et l'invitée de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. À l'automne dernier, Laurent Wauquiez, président des Républicains, nommé Virginie Calmels, vice-présidente de ce parti. Et c'était donc il y a 10 mois. Il parlait de Virginie Calmels en ces termes. Nous écoutons Laurent Wauquiez. Et je voudrais enfin surtout remercier Virginie Calmels. Nous allons faire équipe ensemble, un tandem, chacun avec notre identité et notre sensibilité. Je suis fier que nous soyons ensemble et je suis fier de pouvoir l'avoir à mes côtés. Merci à toi, Virginie. Donc ça, c'était avant. Le tandem s'est disloqué hier soir après une interview que Virginie Calmels a donnée aux Parisiens. Virginie Calmels dit à propos de Laurent Wauquiez « J'ai cru avec sincérité à sa volonté de rassemblement. Il démontre au fur et à mesure qu'il semble être uniquement là pour défendre sa propre ligne. » C'est ce que Virginie Calmels a expliqué. Ça lui a valu d'être démise de ses fonctions, pas exclue du parti, je pense, mais démise de ses fonctions de vice-présidente des Républicains hier soir par Laurent Wauquiez. Vous partagez, vous approuvez l'attitude de Laurent Wauquiez ? Oui, je crois qu'il a eu raison de faire preuve de fermeté et d'assumer son rôle de chef de notre famille politique. On ne peut pas le critiquer ? Je pense qu'il a eu totalement raison et que cette décision a été très attendue à la fois par nos militants qui sont exaspérés de cette cacophonie interne. Et moi, je voudrais qu'on ne retourne pas la charge et la culpabilité. Je crois simplement que Laurent Wauquiez a cru en la sincérité de Virginie Calmels, de faire équipe avec Laurent Wauquiez qui a défendu une ligne politique qu'elle a elle-même aussi défendue. Elle a accepté d'être cette numéro 2, elle a accepté de faire tandem avec lui. Cette ligne politique a été choisie, rappelons-le, par 75% de nos militants. Donc c'est une victoire incontestable. Donc nous avons un président qui doit être incontesté sur la ligne politique qu'il a défendue, qui est la nôtre. Et je trouve regrettable que sur la base d'un tract qui ne posait aucun problème, parce qu'il faut faire preuve quand même d'une sacrée mauvaise foi pour dire qu'elle ne l'avait pas vu en interne. Moi j'appartiens aussi à cette équipe. Pourquoi tout le monde. Mais écoutez, j'en ai discuté même avec elle. Je veux dire, tu ne peux pas dire... Juste rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, voilà, le tract « Pour que la France reste la France », ça c'est le titre. Et puis elle dit dans son interview, ce qui lui a posé problème, c'est le verso, où il est question du risque terroriste, des immigrés, de la délinquance. Voilà, donc, pardon, je voulais juste vous donner Elle dit le slogan lui-même ne m'a pas posé de problème. Oui, mais quand elle parle de la page 2 sur le risque terroriste, les immigrés, la délinquance, je suis désolée, mais c'est vraiment une préoccupation majeure de l'ensemble de nos concitoyens. Et elle aurait souhaité qu'on axe un peu plus sur l'économie et l'emploi. Je rappelle que dans nos propositions, et donc sur cette page 3, il y avait en proposition justement la fiscalité, la zéro augmentation d'impôts. Donc je trouve que c'est beaucoup de mauvaise foi et que en réalité, ce tract que nous avons tous vu en interne, elle aurait sans doute voulu modifier des virgules, des paragraphes. Si tout le monde commence à vouloir modifier une virgule, un paragraphe, on s'en sort jamais. C'est une discussion démocratique. Non, mais on en a fait. Non, mais on a eu des discussions. Vous aussi, mais vous voulez modifier les choses parfois. Dès que vous commencez à modifier un document sur lequel on est d'accord dans sa globalité, on s'en sort pas. Vous savez très bien comment ça marche. Donc moi, j'ai trouvé extrêmement regrettable sa prise de position publique, alors que toutes nos fédérations ont été très mobilisés dans nos départements et je les remercie parce que ce sont des bénévoles, ils ont des convictions et je voyais dans toutes nos fédérations les photos arriver de tous ceux qui étaient sur le terrain en train de distribuer. Ça a très très bien marché. Ben, il faut toujours qu'il y ait un grain de sable. Et ben voilà. Mais c'est une sensibilité de la droite, Virginie Calmels. Est-ce que ça n'est pas risqué de se réduire sur un noyau peut-être qui intéresse les militants, mais qui n'intéresse pas l'électorat de manière large, en excluant de ses fonctions aujourd'hui le numéro 2 de votre parti? Mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Monsieur Apathy, la réalité, c'est que nous avons, et là je voudrais remercier Laurent Wauquiez, parce qu'on parle de rassemblement, on parle de sa personnalité. Moi je vais vous dire, pour vivre ces réunions, c'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui a le sens du débat, c'est quelqu'un qui aime entendre les critiques, alors que bien souvent, j'ai connu des gens qui avaient le sens plutôt de la cour organisée, mais qui n'aimait pas trop les critiques. Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui accepte les critiques, qui accepte le débat. Et
Et nos sensibilités, à travers le Conseil des sensibilités, est tout à fait présent, organisé. D'ailleurs, avec Marc-Philippe Daubresse, qui est centriste, avec Jean Leonetti, moi qui viens du Parti gaulliste, et tellement d'autres. On travaille tous ensemble, et ça n'est pas acceptable qu'une personne veuille ainsi démonter, alors que la ligne politique qu'elle a choisie et qui est incarnée par Laurent Wauquiez, eh bien, c'est celle que nous défendons et que nos militants ont voulu. Cette ligne politique, Maël de Calan, qui est proche de Valérie Pécresse, qui a été candidat à la présidence des Républicains, était notre invité il y a quelques minutes, et il disait qu'il y a un risque de harmonisation du parti, ce qui n'est pas très gentil pour Benoît Hamon, mais en gros, c'est ça la référence, et en gros, que Laurent Wauquiez fasse 6,5% à une élection nationale. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, mais je connais un petit peu l'hostilité, la violence de Maël de Calan qui représentait la ligne d'Alain Juppé au sein de cette élection interne qui n'a pas atteint les 10%. Et d'ailleurs, Alain Juppé disait qu'en dessous de 10%, ce serait un véritable échec. Il porte cet échec de la pensée d'Alain Juppé, de la ligne d'Alain Juppé. Donc, il est ultra minoritaire. Alors, évidemment qu'il s'exprime. Mais si c'est pour s'exprimer, pour à chaque fois nuire à notre famille politique, ça n'est pas acceptable. Le débat, il doit être constructif. Parce que quand on fait de la politique, on doit apporter quelque chose aux Français. Et donc, ça doit être toujours pour construire, additionner, confronter nos idées, mais pas avoir la posture, encore une fois, de Maël de Calan, qui d'un coup se dit « Ah, bah, Madame Pécresse. » Non, mais Valérie Pécresse, jusqu'à preuve du contraire, est membre de cette famille politique. Et ce que je souhaite, comme beaucoup de militants, comme beaucoup d'élus, c'est que le débat soit organisé au sein des Républicains. Virginie Calmels, alors quoi, elle poursuit un but personnel, c'est de l'égoïsme, comment vous qualifieriez son attitude ? Je pense que non, mais je pense que voilà, il faut quand même dire qu'elle a pris sa carte dans notre famille politique il y a très peu de temps. Elle a pris sa carte au moment des élections régionales en 2015. Juste après d'ailleurs une commission nationale d'investiture, puisque on avait vu qu'elle avait demandé l'investiture avec le soutien d'Alain Juppé, mais qu'elle n'était même pas encartée chez nous. Donc, je crois qu'elle n'a pas pris la mesure. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a fait partie de l'équipe d'Alain Juppé. Après, elle s'est un peu brouillée avec Alain Juppé. Elle est partie chez Fillon. Maintenant, elle a choisi une ligne. Non, mais c'est surtout dans l'organisation d'un parti politique où je pense qu'elle n'a pas trouvé ses marques dans une organisation qui fait que quand on a une élection démocratique et quand on est démocrate, on respecte le scrutin en interne. Il y a une ligne politique qui a été choisie. Il y a une personnalité qui a été choisie. C'est Laurent Wauquiez. Eh bien, le numéro 2, il est là pour épauler le numéro 1, il n'est pas là pour nuire au parti. Vous restez avec nous, Nadine Morano, 8h40, l'essentiel de l'info, Claire Flochel. C'est le grand jour pour les candidats au bac. Les premières épreuves débutent aujourd'hui partout en France avec la philosophie pour les séries générales et technologiques. Cela fait 40 minutes que les candidats planchent sur leur copie. Et puis le français pour les élèves de filière professionnelle à partir de 9h30. La Colombie a voté et fait son choix. Ivan Duque, candidat de la droite dure, remporte le second tour de l'élection présidentielle. Il annonce d'ores et déjà des corrections à l'accord de paix historique qui a permis le désarmement et la reconversion en parti politique de l'ex-guérilla des FARC. Les favoris à la peine au mondial de foot, les Brésiliens tenus en échec un partout par les Suisses hier soir pour leur entrée dans la compétition. L'Allemagne, championne du monde en titre, battue par le Mexique 1-0. À suivre aujourd'hui Suède-Corée à 14h, Belgique-Panama à 17h et puis Tunisie-Angleterre à 20h. Toujours des risques d'inondation dans les Landes. Météo France reconduit la vigilance orange dans le département au moins jusqu'à demain matin pour risque de crue en cause le niveau des rivières particulièrement haut et notamment celui de l'Adour. France Info. Nadine Morano, députée européenne, Les Républicains et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. 2 poids 2 mesures selon Virginie Calmels qui dit dans Le Parisien ceci: on m'accuse de diviser, mais Thierry Mariani, qui est un autre ancien député, qui n'est plus député, apprenait rien de moins que l'alliance avec le Front National et lui n'a pas eu ce genre de reproche. On ne peut pas dire qu'elle est tort là-dessus. Quand on dit il y a une ligne qui pose problème, il y en a une autre visiblement qui en pose moins.
Non, d'abord, Thierry Mariani n'est pas en charge de responsabilité dans l'équipe dirigeante. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Ça a eu de l'écho quand même, ce qu'a dit Thierry Mariani. Non, c'est pas la même chose. Quand vous avez une personnalité qui a une fonction dans l'équipe dirigeante, qui est numéro 2, qui se doit d'une discipline de cohérence, de lisibilité dans notre vision politique, puisqu'elle doit porter sur les plateaux notre vision politique. Ensuite, que Thierry Mariani fasse part de son analyse personnelle, sans jamais franchir le Rubicon, c'est-à-dire décider de partir et de faire un accord avec le Front National, ça n'est pas la même chose. Mais du coup, ça n'est pas la même mécanique. C'est pas la même chose, je suis d'accord. Non, mais quand même, c'est on vrai. dit... Non, mais ça n'a rien de comparable. Non, mais quand même, c'est important. Quand il y a un élu des Républicains qui dit pourquoi on ne regarderait pas du côté du Front National, ça concerne l'ensemble de la famille politique. Non, et parce là, il n'y a aucune réflexion. Non, c'est ce qu'elle dit, Virginie Calmels. Parce que, encore une fois, il n'a pas dit je vais faire un accord avec le Front National. Il soulève le débat. Il rencontre Marine Le Pen. Et d'ailleurs, il rencontre Marine Le Pen. Ça vous a choqué, ça, qu'il ait rencontré? Non, ça me choque pas qu'il la rencontre. Parce que ça rencontré, vous aussi. Enfin, écoutez, moi j'étais députée européenne, j'ai souvent rencontré Marine Le Pen. Vous avez déjeuné ou dîné avec elle pour évoquer une alliance? Nous avons déjà discuté ensemble, confronté nos idées. Je me suis même retrouvée sur des plateaux avec Marine Le Pen. Vous n'avez jamais envisagé une alliance avec elle? Non, parce que j'ai tellement de divergences avec elle d'un point de vue économique. D'ailleurs, je l'ai expliqué à Thierry Mariani. Je lui dis, voilà. Et d'ailleurs, il le reconnaît lui-même. C'est que le Front National et nous, d'un point de vue économique, mais nous sommes diamétralement à l'opposé. Donc, ça n'est pas possible. D'accord. Alors, Virginie Calmels se réclame d'un parrainage prestigieux. Elle dit dans cette interview au Parisien, qui est très intéressante. Moi, je l'ai lue avec... Avec gourmandise, je le vois. Beaucoup d'attention. Hier, Virginie Calmels dit à la question « Vous vous êtes parlé récemment avec Nicolas Sarkozy ?» Elle répond « Oui, bien sûr, je le consulte régulièrement. Il m'a toujours assuré de son soutien et de son amitié. » Ça vous embête, ça ? Non, parce que je le vois aussi très régulièrement et il nous assure beaucoup à tous de son soutien et de son amitié. Quel œcuménisme. C'est un peu, comment dirais-je, le président de cœur de notre famille politique lui... Vous rejoignez Virginie Calmels sur cette expression, au moins. C'est le mot qu'elle utilise en effet. Il soutient aussi Laurent Wauquiez, donc voilà. Il soutient Wauquiez et Calmels. Écoutez, il rencontre beaucoup de personnes. Non, moi ce que je voudrais dire, c'est que Laurent Wauquiez a eu raison de trancher très vite. Vous avez un doute sur ce soutien ou pas ? Sur le soutien qu'il aurait moi, je ne réponds jamais à la place de Nicolas Sarkozy. Il faut lui poser la question à lui-même. Simplement, je dis que Laurent Wauquiez a eu raison de trancher très vite. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation de cacophonie permanente. Je sais que quand nous étions à l'époque avec Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a duré beaucoup plus longtemps, et avec une cacophonie permanente, moi, je peux vous dire que je remercie Laurent Wauquiez d'avoir pris cette décision. Parce qu'à un moment, c'est pas possible. Quoi. Parce que même par respect pour nos adhérents, nos militants, qui se disent nous on est sur le terrain, on partage les mêmes convictions, et après comment on fait? Parce que les seules questions qu'on va nous poser, c'est oui, mais à Paris, là-bas, ils se chamaillent. Non, eux, il faut respecter les militants. Et respecter les militants, ça veut dire être clair du haut en bas de notre formation politique. D'accord. Alors pour remplacer Virginie Calmels, Laurent Wauquiez a fait appel à Jean Leonetti, qui sera donc premier vice-président, c'est ça? Le deuxième vice-président sera Guillaume Pelletier, le troisième sera Damien Abad. Avec Laurent Wauquiez à sa tête, disons, la parité chez vous, il y a encore du boulot. Hein. Oui, c'est un sujet que j'ai évoqué aussi avec lui. Il n'y avait pas une femme, par exemple, pour remplacer Virginie Calmels? Vous n'auriez pas pu être première vice-présidente? Vous savez, je suis déjà conseillère politique, je suis députée européenne. Voilà, ça manque un peu de femmes à la direction de Non, mais je pense que nous avons beaucoup de potentiel, d'ailleurs, même parmi les parlementaires femmes. Vous savez, moi, j'ai tellement vu les équipes évoluer. Moi, j'aime beaucoup Jean Leonetti, il fait un travail remarquable. Il a un sens du consensus. Et donc après, nous verrons bien. Il fallait de toute façon prendre une décision et avoir une personnalité qui remplace Virginie. Il se trouve que Jean... 4 hommes à la tête du parti, ça vous gêne ou pas? Pardon? 4 hommes à la tête du parti, ça vous gêne ou pas? Je préfère quand il y a plus de parité, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on débattra. D'ailleurs, je vous rappelle, M. Apathy, que Laurent Wauquiez avait proposé à Valérie Pécresse d'être présidente du Conseil national, qu'elle avait refusé. Je pense qu'elle a eu tort, par ailleurs, de le refuser.
Il n'a pas proposé à Valérie Pécresse de remplacer Virginie Calmels. Je pense qu'elle n'aurait pas accepté. Donc, vous voyez, des fois, être femme, c'est pas la seule qualité. Hein. Et alors, du coup, c'est la dernière citation de cette interview du Parisien de Virginie Calmels. Nicolas Sarkozy a toujours prôné le rassemblement de sa famille politique. Lui, il l'a fait. Et Nicolas Sarkozy pense que Laurent Wauquiez devrait conduire la liste des Républicains aux élections européennes. Vous partagez... Il pense ça d'abord, Nicolas Sarkozy ? Oui, il le pense. Sauf que maintenant, on n'est plus du tout dans le même schéma avec les nouvelles lois qui ont été votées où vous ne pouvez plus avoir le cumul des mandats, comme vous le savez. Il abandonne la région. Oui, il abandonne la région. C'est important le combat européen. J'ai pas dit que c'était pas important. J'ai dit simplement qu'aujourd'hui... C'est moins important que les régions. Non, c'est pas ça. C'est que, je veux dire, les électeurs... par exemple, moi, on m'avait posé la question, au moment des élections législatives, serez-vous candidate à nouveau dans votre circonscription, pour reprendre votre circonscription aux élections législatives? J'ai répondu non, parce que j'ai dit que quand on prend un engagement devant les électeurs, on va jusqu'au bout de son mandat. Et il se trouve que Laurent Wauquiez est dans cette même analyse, c'est-à-dire qu'il a été élu président de la région, et il souhaite aller jusqu'au bout de son mandat, par respect aussi pour les électeurs. Jean Léonetti, il est maire d'Antibes, donc il doit aller au bout de son mandat, puisqu'on parle de lui pour prendre la tête de liste. Jean Léonetti, qui lui a été maire d'Antibes depuis un certain temps. Il a été réélu en 2014, donc s'il doit aller en 2020, il ne peut pas être candidat. Monsieur Apathy, pour l'instant, moi je vois dans la presse, Jean Léonetti pourrait être tête de liste. Ouais. Est-ce que vous avez entendu Jean Léonetti est tête de liste des Républicains? Tout cela n'a pas été décidé, donc c'est des supputations médiatiques. Si je suis votre analyse concernant Laurent Wauquiez, celui qui sera tête de liste des élections européennes n'a aucun mandat alors. N'a aucun mandat. C'est votre analyse. N'a aucun mandat. C'est pas n'a aucun mandat. Vous savez que accessoirement aussi, nous avons une ressource en interne parmi les parlementaires européens sortants. Enfin, je veux dire, il faut toujours aller chercher ailleurs. Vous souhaitez que ce soit un député parlementaire, un député européen sortant qui soit tête de liste? Mais c'est une possibilité. Il y a d'autres profils qui peuvent être tête de liste. Mais vous êtes candidate? Mais moi, vous avez fait part de votre... Écoutez, moi j'ai été tête de liste pour la région Grand Est, c'est pas un défi qui me ferait peur. Voilà. Vous êtes candidat à la tête de liste pour les européennes. C'est une information, tu vois. Non, c'est pas une information. Ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. Je vous ai jamais entendu le dire comme ça. Si, même une fois, vous avez invité Brice Hortefeux, vous avez montré un extrait quand je passais à la télé, donc sur France Info. Je me souviens pas, mais là on parle de vous. Moi, je m'en souviens bien. Mais on parle de vous là. Vous êtes candidate à la tête de liste européenne, d'accord. Écoutez, je suis députée européenne sortante. C'est une institution que je connais bien. J'ai mené ce combat pour la région Grand Est. Ça ne m'impressionnerait pas de le faire au titre de la tête de liste nationale, mais au même titre que d'autres potentiels candidats. Mais je veux dire, on a une ressource, on a une ressource en interne. Parce que vous en avez forcément parlé, il vous dit pourquoi pas? Mais non, alors pour vous dire la vérité, on n'a pas encore parlé de la tête de liste de manière définitive. Ce sur quoi nous travaillons, c'est d'abord à l'élaboration de notre projet. Et comme vous le savez, nous nous réunirons le 30 juin à Menton, où nous lancerons le départ de cette consultation pour les élections européennes. Donc nous allons définir un projet. Ensuite, nous verrons bien. Je veux dire, mais réfléchissons en interne. On a de la chance d'avoir des parlementaires. Des anciens ministres. On a retenu votre règle, sérieusement, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un mandat qui n'est pas un mandat européen en cours doit aller au bout de son mandat. Voilà. Ça vaut pour Laurent Wauquiez. Non, mais pour ma part, c'est ce que je pense. C'est ce que vous pensez, pour Laurent Wauquiez, il est attaché au fait de pouvoir aller jusqu'au bout de son mandat. Après, nous verrons bien. Nous en discuterons. Vous restez avec nous, Nadine Morano, 8h50, l'essentiel de l'info, Claire Fleuchel. Un coup de pouce aux entreprises, un autre aux salariés. La loi Pacte arrive sur la table du Conseil des ministres. Censée faciliter la vie des PME, elle doit aussi gonfler la participation et l'intéressement. Le français pour les bacs pro, la philo pour les bacs généraux. L'épreuve a d'ailleurs déjà commencé. Et pour les candidats qui ne seraient pas encore arrivés, la SNCF tente de rassurer. Certes, il y a grève, mais un système spécial examen est mis en place avec des trains garantis, des bus de substitution, des milliers d'agents en gare. Côté éducation nationale, on promet de ne pas sanctionner jusqu'à 1 heure de retard. Un puissant séisme dans l'ouest du Japon ce matin, un tremblement de terre près d'Osaka de magnitude 5,3 selon le dernier relevé. Aucune alerte au tsunami n'a été émise. 2 personnes ont perdu la vie, un homme de 80 ans écrasé par un mur et une fillette de 9 ans. Ils n'ont pas assez de temps pour faire correctement leur travail et surtout ils ne passent pas assez de temps avec leurs patients. C'est ce que pensent 62% des personnels hospitaliers selon le sondage Odoxa pour France Info, Le Figaro et la Mutuelle nationale des hospitaliers.
France Info. Nadine Morano est l'invitée de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. L'Aquarius, ce bateau qui était en Méditerranée avec 629 migrants, est arrivé hier à Valence. Les migrants sont sains et saufs et nous allons écouter le soulagement d'un responsable de Médecins sans frontières. Malgré tout ce qui s'est passé, je suis heureux de vous annoncer que nous avons pu prendre soin de tous ces gens, de tous ces naufragés à bord. C'est plus d'une centaine de personnes fragiles et vulnérables. Ça aurait pu être bien pire vu ce qu'ils ont traversé. Donc je suis vraiment heureux qu'ils aient pu arriver ici sains et saufs. Ça aurait pu être bien pire. Alors il ne s'agit pas là de migrants, mais il s'agit d'une question humanitaire. Un bateau en Méditerranée dont personne ne voulait. Vous êtes heureuse que ceci se dénoue de manière heureuse pour les 629 personnes qui étaient sur ce bateau ? Écoutez, le contraire serait quand même étonnant. Il s'agit de personnes humaines. Il est normal de pouvoir se réjouir qu'elles arrivent dans de bonnes conditions. Ce qui n'est pas normal. On l'a oublié parfois. Non, ce qui n'est pas normal, on a c'est déploré le silence des autorités françaises, la violence de la décision du ministre de l'Intérieur italien. Oui, mais moi je soutiens le ministre de l'Intérieur italien sur cette décision. Je pense que c'est une vraie prise de conscience pour l'Europe. Il faut arrêter ce trafic de passeurs. Je vous rappelle que pour quelques personnes sauvées, et heureusement sauvées, près de 15 000 personnes ont perdu la vie en Méditerranée depuis 2014. Le vrai scandale, il est là. Mais on ne l'arrêtera pas comme ça, on ne l'arrêtera pas facilement. Les migrants, nous en aurons tant que nous envoyons des années sur la mer Méditerranée. Moi, je suis allée dans les camps de réfugiés au Liban. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Je suis allée au Liban, dans les camps de réfugiés au Liban et en Jordanie, quand il y avait la crise, à la pointe de la crise en Syrie. Je leur ai posé la question d'ailleurs, j'ai fait une vidéo de cela, je l'ai même transmis à la presse, j'en ai parlé. Ils voient dans ces camps de réfugiés à travers une petite télé. Je leur ai dit, mais est-ce que vous êtes conscient que beaucoup meurent en Méditerranée ? Alors ils répondent, oui, mais plutôt que de vivre dans des conditions aussi difficiles, autant risquer sa vie. Mais savoir que de l'autre côté, on peut être accueilli, nourri, logé et avoir de l'argent. Parce que je vous rappelle que la réalité, c'est que la plupart de ceux qui arrivent, comme vous le savez, ce sont même plus des réfugiés de théâtre de guerre, ce sont des réfugiés économiques. D'ailleurs, ce sont des Soudanais qui arrivent. Et en réalité, la majorité, ce sont des jeunes hommes seuls. Très peu de femmes, très peu d'enfants. Les passeurs, évidemment, mettent sur les bateaux et c'est criminel. Non, mais ils mettent sur les bateaux et c'est criminel des enfants. Ils mettent sur les bateaux, et c'est criminel, des femmes enceintes, et tout cela en connaissance de cause qu'ils vont risquer leur vie. Alors, ça, je trouve ça horrible. Il ne s'agit pas de légitimer, évidemment, ce que font les passeurs. Mais si on accepte, on légitime. C'est une évidence. Non, il ne s'agit pas d'accepter. Si. Il s'agit aussi d'être réaliste. Vous êtes d'accord pour dire que pendant plusieurs années, sans doute, nous aurons un problème de migration venue de l'Afrique ? C'est une évidence, non ? C'est une évidence. On ne va pas stopper ça. On va pas stopper ça le mois prochain. Si on n'envoie pas un coup d'arrêt en envoyant ce message, stop, les bateaux seront refoulés, parce que j'entends toujours cette culpabilisation qu'on veut faire des Européens. À partir du moment où ils quittent les ports, on sait très bien d'où ils partent, on le sait. On dit oui, mais il faut arriver en Corse, il faut arriver en France, il faut arriver en Espagne, alors que le plus près, c'était quand même la Tunisie, c'était quand même les ports africains. Et je voudrais, monsieur Apathy, qu'on mette devant leurs responsabilités. On parle de l'Union européenne, il y a aussi une autre organisation qui s'appelle l'Union africaine, qui représente les 55 États africains. Eux, pour l'instant, ne prennent aucune responsabilité, se lavent les mains de ce qui se passe pour leurs ressortissants. Et c'est inacceptable. Moi, j'étais, comme vous le savez, au Parlement panafricain au mois de mai, donc il y a quelques semaines de cela. Je me suis exprimée devant les parlementaires panafricains, qui sont d'ailleurs très courageux et réalistes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Un blocus devant les ports libyens ? Non, mais d'abord, pour que les bateaux ne partent pas, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Il y a des ONG qui se comportent de manière totalement quasi illégale, qui récupèrent les bateaux à peine partis de la Libye. Ces gens meurent, mais non, mais ils ne meurent pas, ces gens. C'est eux qui ont fait ce choix de venir. Et en réalité, la majorité sont des jeunes hommes seuls. Vous savez, des jeunes hommes seuls. Et en Afrique, on me disait, quand j'étais au Parlement panafricain, arrêtez de les régulariser. C'est vous qui amorcez la pompe à l'immigration illégale. Et quand il m'explique que dans les villages, ils se cotisent pour payer justement le voyage à ces jeunes hommes, pour après renvoyer de l'argent au village. Pourquoi ? Vous savez que le salaire moyen en Afrique, il est d'à peu près $138. Vous savez que
moyen en non, Afrique. Mais nous sommes d'accord pour dire que... Vous savez que quand ils arrivent en France... Des migrations, il y en aura pendant quelques années, nous sommes d'accord quand même. Oui, mais quand ils arrivent en France... Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça ? Quand ils obtiennent le statut de réfugié, ils peuvent toucher le RSA. C'est-à-dire 6 fois ce qu'ils pourraient gagner en Afrique. Ben, c'est un appel d'air à l'immigration illégale. Mais donc, ce qui veut dire c'est une autre question. Comment... Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur donne des papiers ou pas ? Est-ce qu'on les autorise à rester ou pas ? qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est une autre question. Mais le départ des populations, ça, c'est une évidence pour quelques années ou pas ? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Apathy ? Parce que la politique, c'est être pratique aussi. Non, mais la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on réaliste. fait ? Monsieur Apathy, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je vous l'ai dit, il y a un problème d'instabilité des États on ne va pas le résoudre, en Afrique. Nous, tout non, de suite, mais d'accord, mais c'est à eux aussi à le résoudre. Oui, parce qu'ils ont tenu une séance plénière à laquelle j'ai participé sur la corruption dans les États africains. Je trouve que cette prise de conscience, elle est salutaire pour l'organisation de ces pays. Regardez au Burundi, le président a changé la constitution pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est insupportable. L'Union européenne donne à l'Afrique 17 milliards d'euros d'aide au développement. En tout, l'Union européenne finance à hauteur de 75 milliards d'euros. Donc, on ne peut pas financer l'aide au développement. Merci. Et puis, je suis désolé, mais... Dommage. Éteignez Finissez le courant. votre phrase, s'il vous plaît. Écoutez, éteignez le courant sur les 2 tiers de la France. Coupez le courant, même pas éteignez. Coupez le courant et vous verrez les difficultés qu'on aura. Et là, vous comprendrez mieux les Africains. Parce que dans ce cas-là, pas d'école, pas d'hôpitaux et rien qui peut contribuer au bien-être normal des personnes. Merci Nadine Morano. Bonne journée à vous.